Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au rendez-vous de la fraternité et nous vous disons merci infiniment et je tiens sincèrement à m'excuser pour les 2 minutes de retard que nous venons juste d'accuser. C'est aussi dû surtout à certaines difficultés de notre côté, mais je vous prie de bien nous en excuser et nous allons donc directement tomber dans le vif du sujet. Mais avant de commencer, j'ai trouvé utile de lire quand même cette belle pensée de George Bell qui nous dit que la seule façon que nous avons de vivre est de grandir. La seule façon que nous avons de grandir est de changer. Et la seule façon que nous avons de changer est d'apprendre. Et la seule façon que nous avons d'apprendre est d'être exposé. Et la seule façon d'être exposé est de nous ouvrir au monde. Chers auditeurs, c'est vraiment très important. Ça nous amène, ces différentes pensées, à comprendre que l'être humain est un être de société et que le plus important, c'est de nous ouvrir aux autres, nous mettre souvent à la place des autres pour aussi essayer de comprendre ou à la limite expérimenter ce que autrui, c'est-à-dire quelqu'un d'autre peut avoir en pensée ou en difficulté. C'est très important. C'est ça aussi la nature véritable de la vie, parce que chaque fois qu'on se met à la place de l'autre, on arrive véritablement à comprendre ses souffrances et ça nous force à respecter les efforts des autres et aussi à les comprendre et nous-mêmes à nous permettre d'adapter notre existence. Et il y a Yaya Bamba qui dit: éclaireur, merci pour ton post à Abidjan au sujet des policiers. J'allais en venir. Et effectivement, c'est une enquête que nous avions menée parce que sur cet axe-là, on nous disait qu'il y avait beaucoup de raquettes. Je me souviens, il y a 2 jours exactement, il y a des taximètres qui disaient qu'il y avait des raquettes. Et au vu de ce qu'ils ont dit, on a essayé de faire un sondage avec plusieurs pour voir la réalité. Et effectivement, ce qu'ils peuvent avoir dit, ils ont été victimes de certaines circonstances malheureuses et malencontreuses. Mais je crois que dans l'ensemble, notre police nationale est à féliciter et les agents font du bon travail. Et nous avons pu, sur plusieurs axes, vérifier comment ces personnes-là travaillent. Je veux parler de la police de la circulation, les efforts qu'ils font. Depuis pratiquement 14 heures, nous avons visité plusieurs sites et nous avons vu dans le plus grand secret comment ces personnes-là travaillent. Et nous les encourageons à redoubler d'efforts. Je parle de la police de la circulation qui fait du bon travail et qui permet chaque jour que Dieu fait d'éviter beaucoup d'accidents. Avant que d'avancer, il y a aussi quand même des personnes qu'il faut saluer pour leur abnégation, pour leur amour, mais aussi pour leur acte de fraternité. Je veux parler de notre mère, Madame Silla, qui est une mère plus que généreuse. Je ne sais même pas quel mot dire. Ben, je crois que tout est déjà dans le cœur. Comme le dit un certain livre religieux, le cœur d'un homme est plus profond qu'un océan. Et je crois que ce qui est sorti de son cœur, seul Dieu pourra lui récompenser. Seul Dieu pourra lui donner ce qu'elle-même veut le plus profondément au monde. Et je suis sûr que cela est possible parce que Dieu, c'est le maître de toutes les possibilités. Après cela, il y a une deuxième personne que je souhaite saluer. Et je souhaite saluer cette personne-là pour lui dire qu'elle représente aujourd'hui l'image, la vitrine même de tout l'État ivoirien. Je parle de notre aîné, bien-aimé, honorable, Las PR. Et donc, c'est quelqu'un qui fait beaucoup dans l'ombre. Et je souhaite le saluer particulièrement vis-à-vis de l'égard et des actions qu'il a eu à porter tout récemment pour certains de nos frères qui résident dans certains pays
occidentaux et tous les efforts qui ont été faits, pardon, s'il vous plaît. Ce monsieur n'est pas étranger là-dedans et il fait beaucoup tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. À un certain moment, c'est des choses qu'il ne faut pas manquer de dire. Parce que si nous disons aux bienfaiteurs que vous faites du bien et que c'est une bonne chose, ça permet à la personne d'être plus consciente de sa réalité et de se dire, je ferai mieux parce que je suis en train de contribuer à faire du bien au sein de l'humanité. Et l'aspect, s'il nous entend, je parle de l'honorable, sachez que je ne vous fais pas des éloges, mais je suis en train de dire ce que vous faites dans l'ombre parce que j'ai eu à expérimenter beaucoup de choses que vous faites. Et c'est un monsieur qui, sans forcer, qui, sans improviser, sait faire parler son cœur. Et comme je le disais, c'est un monsieur, de par ses actions, qui nous amène à oublier un tant soit peu notre très cher regretté Ahmed. Et si des gens comme ça, il y en avait 2, 3, je crois que l'image sociale du régime d'Abidjan aurait été une merveille. Et je dis à l'ASPR merci pour toute l'aide que tu as apportée à un de nos frères qui était sérieusement malade et qui, grâce à vous et à votre soutien, pourra s'en sortir. Je ne rentre pas dans tous les détails parce qu'il faut respecter la personne humaine, mais en même temps, on ne peut pas toujours tout cacher. Et donc, nous disons merci au gouvernement de la Côte d'Ivoire, merci au président de la République et merci surtout à vous les élèves de la classe qui ne ménagez aucun effort pour chercher à changer des vies positivement, à aider des personnes de façon spontanée. Et quand on touche les bonnes personnes au sein du gouvernement, nous voyons ces changements qui s'opèrent. C'est grâce aussi à vous, à votre amour d'aider le prochain ou même notre prochain. C'est ce qu'il faut faire, c'est la solidarité dans le bien qui peut amener l'humanité à espérer, mais aller aussi plus loin. C'est vraiment très important. Et donc, dans la titrologie de ce jour, on nous parle toujours malheureusement de l'arrivée ou non de Laurent Gbagbo et de la date à laquelle il pourrait revenir au pays. La polémique autour du retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo continue d'alimenter la titrologie de ce 3 juin 2021. Le ministre Kakabe de la Réconciliation est donc monté au créneau pour trancher la question. La titrologie, d'une façon simple, pose la question suivante. Pourquoi le retour de Gbagbo coince? Assoua Adou, le secrétaire général du FPI, a annoncé le retour à Abidjan de M. Laurent Gbagbo à la date du 17 juin 2021. Cette date fait apparemment polémique entre le pouvoir et l'opposition au pays de Félix Houphouët-Boigny. Les GOR engagent un bras de fer avec le gouvernement, annonce d'entrée l'expression dans la titrologie de ce jeudi. Cacophonie autour du 17 juin 2021, note pour sa part le journal L'Inter. Polémique autour de la date du 17 juin, martèle notre voix. Le retour de Gbagbo se complique, estime Le Matin. Le miroir d'Abidjan, quant à lui, explique à sa une pourquoi le retour de Laurent Gbagbo coince. Le jour plus se veut plus formel. Les choses se gâtent et le doute gagne les GOR. Pour dernière heure, c'est le gouvernement qui veut compliquer les choses. En témoigne la réaction du ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, dans les colonnes de Soir Info. Je ne sais pas comment il arrivera à cette date. Et le patriote de s'interroger. À quoi joue le pro-Gbagbo? Da Sansan, président des jeunes du RHDP, est plus catégorique à la une du journal Le Patriote en disant
Nous n'accepterons pas de troubles à l'ordre public. Le bélier intrépide pointe le faux combat de Bictogo et de Isiaka Diaby. Le gouvernement est bel et bien informé de la date du 17, estiment les proches de Laurent Gbagbo. Assoua Adou apporte cependant des éclairages à la une de Le Nouveau Réveil relativement à la date du retour de Laurent Gbagbo. Des confidences livrées sur Gbagbo dans les colonnes de Soir Info. Kakabe, ministre de la Réconciliation, se veut plus formel. Laurent Gbagbo est acquitté, c'est à lui de décider quand il vient, note le confrère. C'est à Gbagbo de décider quand il vient dans son pays, insiste le ministre dans le journal Le Quotidien d'Abidjan. Le procès de Guillaume Soro et de ses compagnons de GPS cristallise également la presse ivoirienne parue ce jour. La liberté provisoire refusée aux proches de Guillaume Lavermine, écrit L'Avenir. Le juge et le procureur s'empoignent. Apprend-on de notre voix? Les accusés s'accablent à la barre, indique le Rassemblement. Génération Nouvelle dédouane pour sa part l'ancien président de l'Assemblée nationale, en disant Soro n'était pas informé de la présence d'armes à l'annexe. Laissez Soro Guillaume rentrer dans son pays, plaide Séraphin Prao à la une du journal Pro Soro. Le Miroir d'Abidjan donne les raisons du recrutement de 3000 jeunes dans l'armée. Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire fait honte au Parlement africain, s'indigne le quotidien Aujourd'hui. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire bouillonne de l'intérieur. Le comité politique entre en action, titre Le Bélier. Maurice Kakou Gikawe prévient, cependant à la une du même confrère, si on respecte les anciens, on ira plus loin. Ainsi s'achève donc la titrologie de ce 3 juin 2021. Après la titrologie, nous allons passer directement à un autre sujet qui a été vraiment important, c'est le recrutement des 3000 jeunes gens au sein de l'armée. Et donc, armée ivoirienne, la mission confiée aux 3000 nouvelles recrues. L'armée ivoirienne vient de lancer un recrutement de 3000 jeunes afin d'accroître son effectif. Le chef d'état-major n'a d'ailleurs pas manqué d'expliquer les raisons qui fondent un tel recrutement d'envergure en cette période. La Côte d'Ivoire est confrontée ces dernières années à des défis sécuritaires énormes. Outre la menace de déstabilisation aux frontières du pays, notamment dans le sud-ouest, où de nombreuses attaques ont été déjouées, c'est bien une menace terroriste qui devient de plus en plus persistante dans le nord ivoirien. Les localités de Kafolo, de Teyini, situées à quelques encablures de la frontière ivoiro-burkinabé, ont déjà été le théâtre d'attaques terroristes. Et ce, 4 ans après l'attaque perpétrée dans la station balnéaire de Grand Bassam. Téné Birahima Ouattara, après un tour dans le nord pour remonter le moral des troupes qui y sont postées, s'est envolé pour Ouagadougou, puis Bamako, afin de travailler à une coordination d'action entre les armées des 3 pays dans l'optique de combattre efficacement le fléau du terrorisme. C'est bien dans ce contexte que le général de corps d'armée Lansana Doumbia a lancé, depuis la base navale de Lokodjoro, le recrutement de 3000 jeunes Ivoiriens au sein des forces armées de Côte d'Ivoire. C'était le lundi dernier, lors d'un cérémonial militaire sur la dite base.
expliquant les raisons d'un tel recrutement, le chef d'état-major de l'armée ivoirienne indique qu'il s'agit, dans un premier temps, d'une politique de mise en œuvre en vue du rajeunissement des effectifs. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, 3000 jeunes Ivoiriens vont incessamment rejoindre nos rangs. Ils viendront aider les unités à remplir les missions qui se multiplient et qui sont de plus en plus variées, a ajouté le patron de l'armée ivoirienne. La Côte d'Ivoire est par ailleurs impliquée dans des missions de maintien de paix des Nations Unies, notamment au Mali et en République centrafricaine. À noter que 2 ans plus tôt, notamment en 2019, les FACI s'étaient déjà enrichis de 1000 nouvelles recrues. Ce nouveau recrutement permettra donc aux armées de fonctionner suivant les performances opérationnelles et une meilleure qualité de service, selon ce qui est exigé par le président Alassane Ouattara, chef suprême des armées. À en croire le général Doumbia, les détails et la date de recrutement annoncés seront communiqués par voie de presse. Et donc, c'était les informations que nous souhaitions donner pour que ceux qui seraient des aspirants commencent déjà à s'apprêter et nous espérons bien que ça va pouvoir atteindre les objectifs que nous nous fixons. Le troisième sujet de la journée, qui est l'avant-dernier, s'intitule « Affaire Simone Gbagbo définit le futur rôle de Gbagbo en Côte d'Ivoire ». Et malheureusement, comme vous le savez, il est toujours dit que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Et donc ça, c'est un article d'opinion qui a été écrit et qui s'adresse à Madame Simone Eivé Gbagbo. Seul le président Gbagbo définira sa nouvelle ligne de conduite. On ne peut pas lui octroyer la réconciliation comme élément de bataille politique, car il appartient au vainqueur de la guerre de nous définir sa nouvelle vision de la réconciliation et de la paix. C'est-à-dire le président Ouattara a la légitimité de réconcilier la Côte d'Ivoire avec les Ivoiriens. Dire que Gbagbo devrait exclusivement consacrer son avenir politique dans le domaine de la réconciliation serait une hérésie. Je pense que la démocratie soit réservée à une catégorie sociale formée pour l'exercice de l'autorité. Personne ne détient le destin de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est désormais un homme libre. Simone a-t-elle oublié que la démocratie repose avant tout sur la souveraineté collective par opposition au pouvoir de quelques-uns? Pourquoi Simone Gbagbo veut distribuer des rôles aux acteurs politiques ivoiriens? Par ailleurs, je me pose la question de savoir pourquoi ce sont les vaincus de la crise électorale ou des crises électorales en Afrique qui brandissent toujours le foulard blanc de la réconciliation et de la paix, alors qu'ils ont l'intelligence d'anticiper sur ces crises inutiles et destructives. Celui qui n'a pas gagné la guerre n'a pas la légitimité d'imposer sa vision de paix aux vainqueurs. Et si on proposait aussi à Simone Gbagbo de créer une ONG pour défendre la cause des femmes qui souffrent ou qui sont maltraitées dans les prisons de la Côte d'Ivoire et même du monde. Et donc, c'est un article qui est important pour rappeler à Simone Gbagbo qu'au-delà des méfaits qu'elle a causés, à un certain moment, la prise de conscience s'impose. Et dans la prise de conscience, il faut en finir définitivement
avec le manque de tact, le manque d'élégance et surtout le désordre mental que cette dame-là dégage en pensant qu'elle peut tout dire. Dans cette vie, certes, on peut penser qu'on a le droit de tout dire, mais tout n'est vraiment pas bon à dire. Et c'est pourquoi dans la parole, quel que soit ce que vous voulez dire, à un moment, il faut savoir se garder, il faut savoir se contenir. Simone Evegbagbo, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'elle n'est pas contente du document secret que Laurent Gbagbo a signé, dans lequel il dit qu'il ne pourra plus participer, il a accepté de ne plus participer à la vie politique en Côte d'Ivoire et qu'il va maintenant dédier le restant de son existence exclusivement à la recherche de la paix et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et donc, malheureusement, nos militants du FPI et les radicaux violents comme Simone Gbagbo veulent toujours nous ramener à contre-courant. Et c'est ce qu'elle est en train d'expliquer là, pensant qu'elle peut encore tromper une fois de plus le monde. Quand on sait que vous avez été, Madame Simone Evegbagbo, la marraine, des escadrons de la mort, quand on sait que vous avez été celle-là même qui a planifié, financé et exécuté le viol collectif des femmes en 2000 et en 2002, quand on sait que c'est vous qui êtes la base même fondamentale des 3000 morts et du fait que la crise a perduré, quand on sait les détournements que vous avez faits, plus de 300 milliards de francs CFA que vous avez mis en Afrique du Sud dans des paradis fiscaux, quand on sait aussi tous ces mercenaires que vous avez financés pour abattre des Ivoiriens pendant plus de 10 ans, je crois qu'à un certain moment, même si vous n'avez pas honte, essayez de faire semblant de prendre conscience et de vous dire que la bêtise, à un certain moment, il faut qu'elle cesse. Vous ne pouvez pas continuer à votre âge à prendre la bêtise humaine comme une règle de vie et penser que nous allons vous regarder et vous laisser faire. Vous avez utilisé la violence et toute forme de turpitude pour contraindre les Ivoiriens à des morts prématurées, pour soumettre l'injustice comme règle en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vous pensez que vous pourrez continuer ces mêmes choses-là. Et il est de notre devoir donc de vous rappeler à l'ordre pour vous dire de faire très attention. Parce qu'à force de penser que vous êtes dans votre élément et que vous êtes celle-là même qui maîtrise son jeu, vous serez pris à votre propre piège et ça fait extrêmement mal dans la vie. À force de vouloir jouer avec le feu, Madame Simone Evegbagbo, vous allez vous brûler les ailes et vous serez seul comptable des malheurs qui pourraient vous arriver, qui pourront même vous arriver. Là, parlons directement dans le futur simple. Parce que si on utilise le conditionnel, les gens penseront que ce n'est pas possible. Et nous vous disons directement la vérité. Ne soyez plus surprise d'être comptable de tous les malheurs qui puissent vous arriver parce que vous actionnez les bouchons trop loin. Et à un certain moment de la vie, vous trouverez en face de vous des personnes déterminées qui vont décider de mettre fin à vos velléités de la manière la plus radicale possible. C'est vraiment important. Et si vous avez, comme je l'ai dit, si vous n'avez pas la capacité d'avoir honte ou bien d'avoir une conscience morale, essayez de faire semblant en faisant comme les autres premières dames du monde. Ça au moins, ce n'est pas difficile. Essayez de copier le bon comportement d'autrui, même si on ne réussit pas. Et je sais que ça ne vous réussira pas parce que ce n'est pas dans votre nature véritable. Mais au moins, le monde se contentera de dire qu'elle a fait semblant d'essayer. Parce qu'à votre âge, l'inconscience que vous dégagez et la haine que vous dégagez pour les autres, je ne sais pas si vous écoutez ou bien si vous essayez de regarder autour de vous, plus personne ne vous aime. C'est la réalité que je vous dis. Et votre discours de violence, de haine et de vulgarité n'intéresse vraiment plus les Ivoiriens. Et donc, ce qui serait mieux pour vous, essayez de regarder autour de vous. Il y a des exemples à foison. Il y a Madame Thérèse Félix Houphouët-Boigny qui a existé et qui est toujours vivante.
Il y a Madame Bédier qui est là et il y a Madame Dominique qui est là. Est-ce que quand vous vous regardez dans un miroir, je parle du miroir moral et même, je dirais même de votre âme. Je ne parle pas encore du corps physique parce que ça au moins c'est quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser et que personne ne maîtrise. Mais au moins le comportement, la manière de penser, on peut faire du travail là-dessus. Essayez de regarder votre conscience dans le miroir de votre propre conscience et regardez vous-même et dites-vous à qui est-ce que vous ressemblez réellement en tant qu'une première dame. Vous ne ressemblez à personne parce que vous ne faites rien de bon. Et donc faites semblant de créer au moins une ONG. Voilà une première dame qui, dans son existence, oublie qu'elle aurait pu créer une ONG. Voilà une première dame qui, plutôt que de créer des structures pour aider les femmes, pour aider les démunis, a plutôt payé des armes, a plutôt loué Seka Seka, a plutôt loué Bokayapi pour commettre des crimes, pour créer le maximum d'orphelins et de veuves dans la République de Côte d'Ivoire. Et après, ça veut parler et ça veut déblatérer pour dire certaines choses. Et sachez que nous n'allons pas accepter ça, madame, parce que trop, c'est trop. Vous n'avez pas de respect pour votre âge, vous n'avez pas de respect pour l'institution que vous avez incarnée à un certain moment, et vous n'avez pas de respect pour la République de la Côte d'Ivoire, parce que vous pensez que tel que vous vous traitez vous-même, vous êtes condamné à traiter tout le monde de la même manière. Chère madame, à un certain moment, ça suffit. C'est le message que nous souhaitons vous dire. Laurent Gbagbo reviendra en Côte d'Ivoire et tant que Ouattara sera vivant et tant qu'il y aura des hommes dans ce régime, des hommes fermes dans leur résolution, plus jamais les choses ne seront comme vous aviez mis le pays dans les abîmes. Ce temps-là est révolu et il est important que vous le sachiez. Et par tous les moyens possibles, nous n'allons jamais vous permettre de créer les discours de la haine et vous asseoir pour regarder les conséquences. Cette fois-ci, vous semez les graines de la haine et de la division et du meurtre en Côte d'Ivoire. Sachez que directement dans les secondes qui suivent, vous allez récolter les conséquences au même titre que les victimes que vous avez prématurément fait partir à l'au-delà. Sachez qu'on vous regarde fermement. Moi, mon rôle, il est de vous avertir. Et je pense que déjà averti, vous devrez être capable de savoir que nous ne sommes pas là pour nous amuser. Et quand je dis que nous ne sommes pas là pour nous amuser, chère madame, faites beaucoup attention. Nous continuons avec un autre sujet qui montre même la grosse panique qui existe dans le PDCI. Et il y a M. Abiraou qui dit en 2025, le PDCI ne peut plus se permettre d'être dans l'opposition. Et j'ai trouvé l'article très intéressant et je vais lire et après faire mon analyse. Le PDCI rêve de revenir au pouvoir en 2025, soit 26 ans après sa chute à la suite d'un coup d'État militaire en 1999. Pour ce faire, son président Henri Konan Bédié a mis en place une nouvelle structure dont le comité politique. À 4 ans de la présidentielle, le vieux parti a entrepris une série de tournées de remobilisation de ses militants dans les communes du district d'Abidjan et qui s'étendra sur tout le territoire national. Dans ce cadre, le secrétaire exécutif en chef Maurice Kakout-Gikawe et sa délégation ont rencontré le mercredi 2 juin les militants de la zone d'Abidjan Sud, c'est-à-dire Trècheville, Marcory, Koumassi et Port-Boué. Une occasion pour Abi Raoul, vice-président du PDCI, coordinateur de la zone Sud, de relever que les séminaires éclatés visent à peaufiner les stratégies pour reprendre le pouvoir perdu un certain 24 décembre 1999. Demain, c'est 2023. Demain, c'est 2025. Le PDCI RDA, notre grand parti, ne peut plus se permettre d'être dans l'opposition.
Et vous avez vu que nous avons commencé dès maintenant à nous mobiliser pour qu'en 2023, il n'y ait pas de surprise et que nous conservions les villes, les communes qui nous appartiennent et que nous allons conquérir d'autres communes. Après avoir fait ce travail titanesque qui va consister à conserver nos bases et acquérir d'autres bases, nous devons aller chercher le pouvoir d'État qui a toujours été notre héritage. Écoutez très bien, qui a toujours été notre héritage et ça se prépare maintenant. Monsieur le secrétaire exécutif en chef, dites-nous ce qu'il faut faire pour que nous puissions exécuter le mot d'ordre du président à lancer le maire de Marcory. La question qui se pose désormais au PDCI est de savoir quel candidat veut reconquérir le pouvoir. Il est bon de signaler que son candidat, dit naturel, c'est-à-dire Henri Konan Bédié, aura 95 ans en 2021. Et donc, chers auditeurs, je vous remercie. Et donc, à la lumière de cet article, nous allons décortiquer pour essayer de parler du non-dit. D'abord, la première chose, l'attitude du PDCI-RDA montre leur double jeu vis-à-vis de Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, le PDCI, sinon le FPI, pense que le PDCI pourra se marier à son violeur. Et ça demande déjà du double jeu qui est dans l'opposition quand ils disent qu'en 2025, eux, ils veulent le pouvoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils font, c'est de la stratégie pour s'appuyer sur le FPI. Malgré que cette stratégie a lamentablement échoué, ils y croient toujours qu'en pensant qu'en utilisant le FPI, ils vont pouvoir se relancer et prendre le pouvoir pour diriger le pays. Deuxième chose que cet article nous montre, c'est les dates dont fait mention M. Abiraoul. Il nous dit très bien que demain, c'est 2023. Demain, c'est 2025. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, très bientôt en 2023, nous aurons les élections de la mairie. Et après les élections de la mairie, en 2025, il y aura les élections présidentielles. Et ce qu'il veut dire, il veut simplement expliquer aux uns aux autres que si en 2023, il y a les élections des mairies, il faut qu'ils essayent de gagner le maximum. Et en gagnant le maximum, ils vont maintenant avoir de l'argent pour financer. Parce que s'ils ont plusieurs mairies, ils pourront donc financer leur parti. Ils pourront donc faire des faux documents. Ils pourront aussi, comme je le dis, conquérir assez d'espace. C'est ce qu'il veut dire quand il dit demain c'est 2023, demain c'est 2025. Et donc, c'est leur stratégie. Mais ce qui est intéressant dans tout ce qu'il a dit, c'est qu'il dit que le pouvoir est quelque chose qui est naturel comme un héritage pour eux. On parle d'héritage quand il y a un droit naturel. Et c'est pourquoi le grand maître Machiavel, dans son livre, nous expliquait comment le pouvoir peut être acquis. Comment est-ce qu'on peut avoir le pouvoir? Mon grand maître l'expliquait, il disait comme ça qu'il y a trois façons d'avoir le pouvoir. On peut avoir le pouvoir qui est acquis à partir du droit naturel. Et ça, par exemple, dans un royaume, quand je suis le prince, j'obtiens le pouvoir juste par le fait de ma naissance et de ce que la société a accepté, que le roi est succédé par le prince. Et la deuxième stratégie pour avoir le pouvoir, c'est la ruse. Et c'est ce que tous les politiciens aujourd'hui utilisent. Quand on parle de ruse, la ruse n'est pas forcément une mauvaise chose. Quand on s'en va battre campagne, c'est de la ruse. Quand on sait manipuler les masses, c'est de la ruse. Quand on sait même, comme dirais-je, faire sa publicité, c'est de la ruse. Et donc, la politique, comme je l'ai dit, il y a la politique, il y a les politiciens et il y a le politique. J'ai déjà expliqué ça à plusieurs reprises. Et donc, je disais, la deuxième stratégie, c'est la ruse politique que tous les politiciens du monde aujourd'hui pratiquent. Et la troisième méthode, c'est l'acquisition du pouvoir par la violence.
par les armes. Et Sorogium, malheureusement, a choisi cette troisième méthode. Et donc, le PDCI ne comprend pas que le monde a évolué. L'opposition ivoirienne ne comprend pas que le monde a évolué, qu'on ne peut pas acquérir le pouvoir par la violence en ce 21e siècle et penser qu'on va rester tranquille et que personne ne viendra réclamer le droit des citoyens. Ça, ce modèle-là ne marche plus. Mais malheureusement pour le PDCI, à défaut de réussir en s'en coquinant avec des hommes violents comme Sorogium, le PDCI, dans leur subconscient, se disent que le pouvoir d'État doit leur revenir naturellement. Comme le pouvoir doit passer entre les mains du roi pour passer au prince. Et donc, dans leur subconscient, ils s'associent que si eux ne sont pas au pouvoir, donc le pays se porte mal et que quelles que soient les dextérités, quelles que soient les habiletés de celui qui est là, le pays va mal. Mais cher PDCI, il faut qu'on vous rappelle la vérité. Si nous étions dans un monde où nous étions dans un royaume, vous auriez pu penser ainsi. Et malheureusement, cette conception des faits est une injustice que vous posez à la nation ivoirienne parce que vouloir imposer un système de pensée monarchique limité dans le temps et limité dans l'espace même de la réalité politique en Côte d'Ivoire, c'est une grosse injustice que vous faites à la Côte d'Ivoire, mais que vous vous faites vous-même. Parce qu'en pensant ainsi que le pouvoir est quelque chose de naturel, un héritage naturel pour vous, vous finissez par dire aux gens que donc vous êtes aussi les premiers promoteurs même de la haine tribale en Côte d'Ivoire, de l'injustice sociale en Côte d'Ivoire. Et si vous n'étiez pas comme ce que je suis en train de dire, ayez le courage d'utiliser la ruse pour faire un programme de campagne. Ayez le courage de dire qu'est-ce que vous avez déjà fait pour les Ivoiriens, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit et c'est ça qui est intéressant. Vous avez tous passé avant le président Ouattara, mais vous avez tous foutu que dalle dans le pays. Vous n'avez fait que zéro comme bilan. C'est ce qui est intéressant. Si il était qu'on ne vous avait jamais vu au pouvoir, nous aurions pu penser que peut-être nous vous aurions donné un peu de crédit, mais c'est qu'on vous a vu à l'œuvre. Vous avez été des pilleurs de deniers publics, vous avez été des haineux, vous avez été des diviseurs de la République avec vos haines, vos injustices sociales. Et aujourd'hui, quand on vous voit dire que vous voulez le pouvoir, je ne crois pas que le peuple vous prenne au sérieux. Et tous ceux qui sont conscients de la réalité de là où le pays veut progresser dans l'avenir ne peuvent pas prendre le risque de vous donner le pays. C'est un risque qui est trop grand et c'est un risque. Si nous le faisons, nous insultons nous-mêmes nos propres consciences et notre propre capacité de faire des jugements sains. Et donc, c'est des choses qui ne marchent pas. Cher PDCI, faites beaucoup attention. Et quand on veut le pouvoir d'État, il faut être capable de s'adapter aussi aux réalités de son temps. Et malheureusement, tant que vous n'auriez pas compris ça, vous allez toujours rester ainsi et vous n'allez jamais être capable. Et aussi, j'allais venir à cela, si le PDCI a adopté aussi cette posture-là, c'est qu'aujourd'hui, c'est une manière de copier un peu sur le RHDP qui a ouvert. Et voilà pourquoi nous disions depuis très longtemps qu'il fallait organiser des séances d'ouverture avec les militants. Voyez-vous aujourd'hui que ce qui arrive, aujourd'hui tout le monde triche. Sinon, en tout cas, le PDCI a triché sur le RHDP afin de pouvoir commencer à galvaniser leurs troupes. Et nous sommes contents que le gouvernement ou bien le parti ait pu comprendre cette réalité-là. Et nous avons commencé, et vous voyez déjà que d'autres partis sont en train de copier sur nous. Ça veut dire que nous ne nous sommes pas trompés en disant que c'était la bonne chose à faire. Ça, c'est intéressant. Et donc, il faut toujours continuer comme ça. Et il faut toujours continuer à galvaniser les troupes. C'est vraiment très important. OK. Et donc, nous allons terminer définitivement avec ce que vous connaissez, le Soro Show. Et nous sommes actuellement dans la séquence du jugement qui se tient. Et donc, je vais vous lire l'article
affaire Soro et autres, le militaire ayant convoyé les armes à Assini avoue: j'ai déconné. Ce ne sont pas tous les ordres qu'on exécute. Et je vous lis l'article. L'audition des militaires de la garde républicaine cités dans l'affaire Guillaume Soro et ses 19 proches poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État, de participation à une bande armée sans y exercer aucun commandement, s'est poursuivi aujourd'hui. Le sergent-chef Fofana Kwaku Kona alias Benito, membre de la garde rapprochée de Soro Guillaume, interrogé sur les armes envoyées au bureau annexe de son patron, a affirmé qu'il a effectivement participé à cette opération sous les ordres du commandant Kassé. Selon lui, ce sont des armes de type Kalachnikov AK-47 qui étaient stockées sous un lit Pico qu'il a enlevé. À la question du juge et du procureur de savoir combien d'armes il a emporté, « J'ai emporté quelques armes », a-t-il répondu sans donner plus de précision. Avant de se rendre à l'annexe, il a mentionné que le commandant lui a donné l'ordre de faire disparaître des armes dans la lagune. À la barre, Benito a déclaré qu'il ne s'est pas rendu à Assini. J'ai seulement déposé quelques armes que j'ai prises dans le bureau, dans le véhicule, et je suis parti à Anono pour boire une bière, a-t-il ajouté. Le sergent-chef a soutenu qu'à son arrivée à l'annexe de l'ancien président de l'Assemblée nationale, avec ses camarades, ils ont trouvé sur place le commandant Dagnogo et ses hommes. Ce dernier lui aurait confié qu'ils étaient venus arrêter Alain Lobognon et Kone Kamarate Suleiman, alias Sultu Sul. Benito a indiqué que les armes qui ont été enlevées le jour des faits, c'est-à-dire le 23 décembre 2019, en présence des gendarmes et des policiers. Les gendarmes et les policiers présents le 23 décembre ont assisté à l'enlèvement des armes, a martelé le prévenu. Le sergent-chef Kamate Adama alias Killer, également membre de la garde rapprochée de Soro Guillaume et conducteur du véhicule qui aurait transporté les armes à Assini, a déclaré à la barre qu'il a enlevé dans les bureaux du commandant Kassé 4 armes à l'annexe 6 à Cocody, non loin de l'ambassade des États-Unis, et a demandé à son collègue de poursuivre l'opération puisqu'il allait prier. Je me suis rendu à Assini avec Bamba Suleiman et nous avons jeté les armes à la lagune, a expliqué le sergent-chef Kamagate Adama. Ce dernier a affirmé que son collègue Benito n'était pas de l'expédition d'Assini et a mentionné que les armes enlevées sont sorties pendant que les gendarmes et les policiers étaient encore déployés à l'annexe. Il a regretté d'avoir obéi à l'ordre de sa hiérarchie vu la suite des événements. Quand le problème est arrivé, c'est là que j'ai compris que moi-même j'ai déconné. Ce ne sont pas tous les ordres qu'on exécute, a-t-il avoué à la barre. Quel est l'effet de l'eau sur une arme, lui a demandé son avocat. Kamarate Adama a déclaré que l'eau détruit les armes. Pour le confondre, l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire lui a demandé combien de temps l'eau pouvait détruire une arme. On m'a tout simplement dit que le militaire doit protéger son arme de l'eau parce qu'elle peut la détruire, a-t-il répondu. Le sergent-chef Bamba Suleiman de la garde républicaine et membre de la garde rapprochée de Guillaume Soro a interrogé et a déclaré qu'il ne connaissait pas le nombre d'armes enlevées à l'annexe de l'ancien président de Soro Guillaume. Voilà. Parce qu'il n'a pas assisté à leur embarquement, vu que cette opération s'est faite pendant qu'il était à la prière. Le sergent-chef Bamba, cependant, avoue qu'il a jeté 9 Kalachnikov AK-47 à l'eau, une fois à Assini, à proximité de la résidence de Guillaume Soro. Au cours d'un exercice militaire, lorsqu'il pleut
est-ce que vous rangez vos Kalachnikov puisque l'eau les détruit? Au bout de combien de temps on obtient la destruction d'une Kalachnikov jetée à l'eau? À ces questions du procureur de la République et du juge, le prévenu a confié à la barre que c'est la boue qui détruit la calache et a indiqué qu'il ignorait le temps de destruction d'une calache jetée à l'eau. Vous avez dit qu'il devait les déposer à proximité de la résidence de Soro-Guillaume. C'est une question. Oui, je l'ai dit, a insisté le commandant Jean-Cassé Jean-Baptiste. Le juge a demandé au commandant pourquoi il voulait salir la réputation de Soro-Guillaume puisqu'il ne lui avait pas donné l'ordre d'acheminer ses armes à sa résidence à Assini. C'était une erreur, a confessé le commandant. Le sergent-chef d'Osso a pour sa part reconnu qu'il a jeté des armes à la lagune à Assini, non loin de la résidence de Soro-Guillaume, mais il ignore le nombre. Pourquoi vous n'avez pas jeté les armes ailleurs? Est-ce que le commandant vous a demandé de les déposer à côté de la résidence de Soro? Pourquoi vous les avez jetés à proximité de la résidence de M. Soro? En réponse à ces préoccupations du juge Charles Bini, il a répondu que c'est la résidence de l'ancien président qui était facilement accessible. Il a également confessé qu'Assini était le lieu le mieux indiqué pour jeter les calaches. Pour avoir accès à la lagune, est-ce qu'on doit obligatoirement passer par la résidence de Soro-Guillaume? C'est la seule issue que je connusse pour avoir accès à la lagune, a répondu le sergent Dosso à cette question de la partie civile. Il a précisé qu'il a pu se rendre à Sini avec le chauffeur de Zébré Suleiman, qui est un ami de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Ce sont au total 4 militaires, membres de la garde rapprochée de Soro, qui ont été entendus ce jour. L'audience a été renvoyée au jeudi par le président du tribunal. Par ailleurs, avant l'entame de débat de fond, la question de la mise en liberté provisoire de certains détenus a été soulevée par la défense conformément aux conclusions de l'ordonnance du 22 avril 2020 de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Cette requête de la défense a été rejetée par l'État, par l'avocat de l'État, Maître Ben Meïté, qui a soutenu dans ses explications que cette demande a été longuement débattue lors des précédentes audiences. Il a affirmé que les prévenus sont dans les liens de la détention en vertu d'un mandat de détention qui leur a été décerné alors que la Cour africaine demande à surseoir à un mandat de dépôt. Comment peut-on surseoir quelque chose exécuté? S'est-il interrogé l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire qui en a défini, demandé au tribunal présidé par le juge Charles Bini de rejeter la demande de la défense. Adou Richard Christophe, procureur de la République, emboîtant le pas à l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire, ajoutant que la détention et l'arrestation des prévenus reposent sur une base réfutable. Selon lui, ces derniers ont été informés des motifs de leur arrestation. Concernant l'ordonnance de la Cour africaine, le procureur de la République a déclaré que partout dans le monde, les magistrats des sièges sont indépendants et ne reçoivent d'ordre de personne. Ça, c'est très important. Après quelques minutes de suspension, le juge a, dans sa délibération, refusé la liberté provisoire aux détenus dont les noms suivent. Il s'agit de Alain Lobognon, de Kone Kamaraté Suleiman, de Sekongo Félicien et des deux frères de Soro-Guillaume. Et donc, pour tous ceux qui avaient des questions,
sur la procédure qui se tient actuellement au tribunal d'Abidjan. Sachez que, peut-être pour vous dire un peu ce qui se passe, pour ceux qui y vont et qui regardent un peu, les soroïstes, ils avaient une première stratégie qui était d'envahir le tribunal, d'aller en grand nombre, en pensant qu'ils allaient pouvoir impressionner ou bien distraire le monde. Mais la réalité les a facilement très vite dépassés. Et là, aujourd'hui, tout se passe très bien. C'est ce qui est important. Et là, avant que je vous donne la possibilité de poser les questions, nous ne voulons pas influencer une décision de justice, mais il y a quelqu'un qui n'est pas à ce procès. Il y a quelqu'un qui n'est pas à ce procès. Et donc, je ne donnerai que peut-être l'initiale, SK. Mais SK nous a dit, pour ceux qui sont très au fait de la politique en Côte d'Ivoire, vous comprenez, SK nous a confirmé que Soroguium, le 23 décembre 2023, avait régulièrement utilisé son siège pour qu'il puisse faire un coup d'État. Et le SK, je vais vous donner quelques éléments, tout le monde le connaît. Il parle mal. Et c'est quelqu'un qui était du GPS, mais qui n'est plus avec le GPS. Et donc, je ne vais pas donner trop de raisons. Et donc, si ce monsieur-là a pu dire ça, tout ce qu'on est en train de remarquer, c'est que ce monsieur a payé son ralliement au RHDP en donnant des informations plus qu'essentielles pour que ce procès-là, on puisse avoir toutes les preuves contre Soroguium. Et donc, les gens peuvent cogiter, ergoter et dire tout ce qu'ils veulent. Mais la réalité de ce procès-là, et je viens encore à le dire, ne sera pas favorable à Soroguium, mais encore à tous ces criminels qui ont pensé à un moment, comme je l'ai dit, en choisissant la criminalité, le viol comme moyen pour accéder au pouvoir. Cette fois-ci, nous souhaitons que les sentences soient très lourdes. Puisque Soroguium, comme l'a dit le président de la République, ira en prison pour la perpétuité. Nous souhaitons que la même sentence s'applique aussi à ces brigands ou à ces apprentis filous qui pensent que la violence et les meurtres gratuits peuvent servir de référence pour intimider le peuple, pour créer le désordre dans le pays et réussir de cette façon-là. Nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin de criminels comme Soroguium pour diriger notre pays. Chers auteurs, nous allons nous arrêter là. Et comme je l'ai dit, on va aller directement dans le vif du sujet. Et on a pratiquement 1 heure du temps pour les séances de questions et peut-être aussi les différents avis. Nous allons être capables de les lire. Et comme je le disais, nous avons eu un retard de 2 minutes. Je vous prie de bien nous en excuser. Et en passant, il y a notre mère Massiata Gbema qui nous dit « La vengeance est un plat qui se déguste froid. SK a bien eu raison de Soro. » Vraiment. Et vraiment. Et donc, ces gens-là pensent que c'est du cinéma, mais ils seront lourdement condamnés. Et ça, vous pouvez vous convaincre de cela. Ils seront lourdement condamnés, de sorte que ça va faire tache d'huile. Et tous les apprentis, ou bien tous ceux qui sont aspirants à la violence ou à des coups d'État, comprendront que ça ne passera plus. Et donc, soyez... Et chers auditeurs, j'aimerais vous dire ceci. La présidence de la Côte d'Ivoire vous salue, chers élèves de la classe. La présidence de la Côte d'Ivoire vous salue 2 fois. Et la présidence aussi vous dit merci. Nous avons reçu une note pour nous dire merci de tout ce que nous faisons et du bon travail que nous faisons sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est à l'actif de tous et de chacun en même temps. Soyons fiers de nous-mêmes pour le travail que nous faisons. Et je vous dis merci. Et merci à vous infiniment. Coulio Francis, je vous dis bonsoir à vous-même et bien des choses à vous et à votre famille, ainsi qu'à tous ceux qui sont là actuellement à notre plateforme. Et je vous dis, quelles que soient les circonstances, notre amour pour la vérité n'est pas négociable et nous allons dire notre part de vérité. Je salue tous les grains de Yamoussoukro. Je salue aussi les 8400. Je salue les démos. Je salue les victimes. Et je salue particulièrement les victimes de tous les camps, mais spécialement les victimes d'Abobo. Parce que, pourquoi Abobo? Abobo a été cette zone-là qui a subi, qui était entre 3 feux. Souvenez-vous de Magui le Tokar.
les exactions des mercenaires de Laurent Gbagbo, les exactions du côté de la forêt du Banco. Souvenez-vous des bombardements et des exactions de l'armée régulière de M. Laurent Gbagbo du côté d'Anador. Et souvenez-vous aussi du commando invisible. Et donc, ça a été dur pour la population. Et ça, ce n'est pas que nous faisons de la sélection, mais nous disons que Abobo mérite respect, Abobo mérite considération. Et nous disons ceci, nous apportons notre respect et notre égard à toutes les victimes, mais plus particulièrement à ceux d'Abobo, qui ont payé le lourd tribut. Le lourd tribut. Nous ne faisons pas d'exception, ou nous ne faisons pas, nous ne surclassons pas d'autres victimes au-delà de d'autres, mais il faut être honnête. Abobo a subi des choses assez graves et difficiles. Et donc nous prions pour la mémoire de tous ceux qui sont tombés, pour que Dieu les accepte dans sa miséricorde infinie. Restons déterminés à dire la vérité. Oui, bonsoir. J'ai appris aussi qu'il y a le Franklin qui a été convoqué à la police française, mais je n'ai pas eu plus de détails. Kone Rahim, ce que vous dites, c'est la vérité. Voilà, c'est ce nom-là. Voilà, c'est ça. Voilà. Lui-même, il a confirmé. Il a confirmé. Ça, ce sont des choses qui existent dans le secret, mais que nous pouvons évoquer maintenant. Mais on ne veut pas aussi que ça influence le départ des choses. Sinon, c'est un témoin quand il va passer aux aveux. Vous voyez que tout ce que ces personnes-là sont en train de dire, c'est du cinéma. Et on va leur coller au moins 20 ou 30 ans. Voilà. Donc, pour nous, le verdict, il est connu. Mais on va les écouter. Et après, ils se feront prendre à leur propre piège. Kassimi Traoré demandait qu'en est-il des responsables de la désobéissance civile qui ont été arrêtés puis relâchés. Le président, lors de l'investiture des candidats RHDP, a bel et bien répondu à cette question. Il a dit que lorsque le temps des procès seront arrivés, que nous serons surpris. Que nous serons surpris. Et que des personnes qu'on ne pouvait pas imaginer seront même appelées à la barre pour témoigner. Et cher frère Kassimi, je peux vous assurer que si le président dit quelque chose, le président le fait. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président lui-même qui dit. Quand Ado dit, il fait. Faisons confiance au président. Mais ce qui va nous gêner, je suis sûr que nous, étant des victimes, comme beaucoup d'autres personnes, on veut vite voir les résultats. Mais est-ce que ce ne sont pas le bâclage des procédures judiciaires qui ont conduit Laurent Gbagbo à être libéré? Est-ce que c'est les mêmes procédures que nous voulons voir encore? Est-ce que nous ne sommes pas sous le régime de Ouattara? Et si vous répondez à toutes ces questions-là, que le régime, nous sommes véritablement sous le régime de Ouattara, et que c'est Ouattara qui dit que lorsque le procès des criminels du CNT va commencer, et ça je vous l'ai dit très tôt, la seule personne pour qui Ouattara aura de l'égard et un peu de compassion pour ne pas le faire mettre en prison, c'est Bédié. C'est Bédié. Et donc, tous ceux qui seront cités retourneront à la barre et répondront avec leurs complices. Et malheureusement, même avec leurs complices même qui se retrouvaient au sein du RHDP, ces personnes-là vont aller répondre. Et donc, je ne peux que recommander un peu de patience. Laissons la justice faire son travail pour nous trouver une solution qui puisse satisfaire toutes les victimes. C'est ce qui est le plus important. Il ne sert à rien de précipiter les choses et après de revenir trouver les mêmes inconséquences comme ce que la CPI a produit pour venir nous dire qu'il n'y avait pas de preuves contre Laurent Gbagbo. Parce que la justice, c'est d'abord aussi les preuves et les preuves. C'est ça qui est important. Sinon, effectivement, M. Sila Abdoulaye, j'ai appris que le Franklin avait été convoqué par la police. On attend bien de voir ce que ça va donner et d'avoir plus de détails avant de nous prononcer là-dessus. Mais il y a Miri Touko qui dit « Je pense que le vent est en train de tourner pour le camp des soroïstes. » Et effectivement, si vous vous souvenez, Miri, j'ai été l'une des rares personnes à dire que lorsque les choses vont aller très mal pour ceux qui suivent Soro Guillaume, ça ira extrêmement vite et les gens même, le monde deviendra tellement petit
qu'ils seront frappés là où ils s'attendent le moins. Et donc, de telles choses, vous devez savoir que quand vous vous encoquinez avec des personnes qui sont des criminels, sachez qu'en Occident, vous êtes ciblés et vous êtes répertoriés. La moindre petite erreur, les Blancs ne sont pas comme nous pour sauter sur les événements, mais quand ils auront besoin de vous, comme la plainte que vous voyez aujourd'hui, ne pensez pas que c'est une plainte simple. Ça veut dire qu'ils ont accumulé assez de preuves contre ce monsieur-là. Et ce monsieur, si les Occidentaux veulent avoir sa peau, ils ne seront pas dans les sentiments. Quand vous voyez un blanc, parce que nous, en Afrique, on peut poser une plainte. L'éclaireur peut poser une plainte contre Miri et après 2 jours, on peut venir dire, bon, il faut laisser à cause de Dieu. Mais quand blanc a posé plainte contre toi là, ça va aller jusqu'au bout. Hein? Et donc, voilà exactement un scénario dans lequel M. Franklin se retrouve et il sera obligé maintenant d'assumer son destin. Et c'est là qu'il verra si son sorogium est puissant ou pas. Et je vous assure, c'est ce que je disais, qu'au bon moment, Sorogium va les abandonner un à un face à leur destin macabre et lugubre, ces personnes qui ont soutenu Sorogium. Et c'est en ce moment-là que ces personnes-là vont regretter tous les choix qu'elles ont eu à faire en faveur de Sorogium. Parce que c'est un criminel. C'est quelqu'un qui est foncièrement méchant dans l'âme. Pour lui, les êtres humains ne sont que des objets qu'il doit pouvoir utiliser et après s'en débarrasser. Et maintenant, voilà Franklin Nyamsi qui va assumer son destin et qui va se rendre compte de ce que nous nous disions. Et il comprendra bien de quoi il s'agit. Il y a notre mère Yao, épouse de la Rosine, qui dit « Ils ont trop humilié notre drapeau. » Et le président, et ça continue. « Mes chères mères, soyez sereines. Je crois que c'est des choses qui vont bientôt cesser. Et petit à petit, la machine se déroule. Et tout ce que vous voyez, ce ne sont pas des choses anodines. C'est le processus d'un travail bien organisé en arrière-plan. On ne va pas vous dire comment ça se passe et qui les fait et comment ça se fait. Mais sachez que ce ne sont pas des fruits du hasard. C'est des choses planifiées. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Il y a notre frère Honora Etienne qui dit, il y a une dame qui se dit présidente des victimes qui demande que personne ne se rende à l'aéroport. Si vous pouvez nous donner plus d'informations sur cette dame, et ça serait beaucoup plus intéressant. Mais c'est M. Diaby que nous connaissons comme président des victimes. Et donc, les gens peuvent s'improviser et dire ce qu'ils veulent dire. Nous savons une chose, les vraies victimes sortiront. Les vraies victimes iront montrer le mal que Laurent Gbagbo a fait. Nous le ferons dans le respect des droits de la République et du gouvernement. Et si le gouvernement nous dit de ne pas aller à l'aéroport, nous respecterons cela. Mais c'est la seule chose que nous respecterons. Nous irons attendre Laurent Gbagbo partout où il déposera ses bagages et nous allons le contraindre à aller à la justice pour prendre attache avec la justice et répondre des méfaits. Chers auditeurs, pour ceux qui ont assisté à la première marche des victimes, certainement que dans les jours à venir, je vais vous donner beaucoup de détails. Ça faisait vraiment pitié. Quand on voit les bras coupés, les pieds enlevés, les personnes avec des béquilles, des personnes qui ont eu leur âme déchiquetée par un seul régime, celui de Laurent Gbagbo. C'est ce que je dis toujours, ne laissons pas cette occasion passer, pas parce que nous voulons nous venger, mais parce que nous devons imposer la vérité pour que cette vérité-là soit le référentiel des générations à venir. Et ça, nous ne sommes pas dans les sentiments. Et s'il y a des politiciens de mauvais grains qui viennent pour jouer avec la douleur des gens, nous disons à ces personnes-là de se taire et de respecter les vraies victimes. Sinon, les victimes sont là il y a longtemps, mais c'est M. Diaby
qui prend le risque de mettre sa vie en danger, qui prend le risque de se compromettre et qui prend le risque de vendre son image pour défendre les vraies victimes. Et aujourd'hui, comme par un concours de circonstances, il y a certaines personnes qui voudraient qu'on ne parle plus des victimes. On n'arrêtera jamais de parler des victimes puisque Laurent Gbagbo, le responsable, et les criminels qui ont fait ces crimes-là sont encore vivants et n'ont jamais eu honte de poser leurs actions. Nous n'aurons jamais honte de les dénoncer et de les traduire devant les tribunaux. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a Moumouni Savadoro qui posait la question, est-ce qu'on ne peut pas enseigner l'histoire commune de la Côte d'Ivoire et du Burkina aux enfants? En fait, M. Moumouni, l'histoire en général, quand elle est écrite et qu'elle manque d'objectivité, c'est du faux. Or, il y a une volonté globale de vouloir cacher beaucoup de choses. Je veux dire quoi? Notre histoire africaine, de façon globale, allez lire Cheikh Anta Diop, allez lire les travaux de nos sachants africains et comparer à l'histoire que les Occidentaux ont écrite, vous tombez des nues et vous en serez désolé profondément. Donc, le problème n'est pas d'enseigner l'histoire, mais le problème est d'écrire et d'enseigner l'histoire véritable de la réalité. L'histoire comme elle s'est passée. Et donc, malheureusement, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, je crois, comme le Burkina même, il faut qu'on fasse comprendre que s'il y a un peuple qui est plus proche l'un de l'autre en Afrique de l'Ouest, nous, c'est-à-dire les Ivoiriens et le Burkina Faso et le Mali, il n'y a aucune différence entre ces trois pays-là. En réalité, il n'y a aucune différence entre ces trois pays-là. Et voilà, si on veut réellement enseigner les bases, parce que quand déjà même géographiquement, l'histoire vous a condamné au même destin, quand politiquement, à partir de 1900, après l'indépendance, avant l'indépendance, depuis 1946, octobre 1946, le RDA, c'est pourquoi vous voyez chaque fois que je dis PDC, j'enlève la mention RDA, parce qu'il ne le mérite pas. Mais regardez que chacun de ces pays-là a eu besoin l'un de l'autre pour pouvoir formater les aspects politiques des différentes régions, que moi j'appelle même pas des pays, des régions. Normalement, si nous autres Africains, nous voulons être sérieux, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire doivent former un pays. Ça, il ne doit même pas avoir matière à discussion. Et c'est ce que nos pères fondateurs avaient compris. Je parle de Modibo Keïta, je parle de Félix Houphouët-Boigny et je parle de Lamizana et de Maurice Yameogo. Ça, c'est des exemples que nous citons. Et donc, on peut tout dire. Mais est-ce que nous enseignons la véritable histoire même de notre propre peuple? On voit des historiens aujourd'hui, à cause de leur ventre, qui essayent de dénaturer l'histoire. Mais chers frères et sœurs, on ne vit pas éternellement. Ayons le courage de dire la vérité. Ça peut sauver les générations à venir. Regardez un monsieur comme Laurent Gbagbo, monsieur Bédié, qui à un certain moment de sa vie a insulté tous nos frères de l'Ouest en disant que ce sont des paresseux, ce sont des personnes qui ne savent que danser et que le mérite leur revenait de ne faire que ça. Voyez-vous, nous ne pouvons pas être des partisans de la haine, mais c'est sous la gouverne de certains historiens que ce monsieur Bédié a écrit de telles choses. Et de telles choses avaient été imposées dans la réalité politique en Côte d'Ivoire comme des vérités. Et voilà encore qu'on veut venir dire
on veut tronquer l'histoire véritable de l'Afrique pour venir dire que les gens du nord de la Côte d'Ivoire, ça croit que leur nationalité est douteuse, ou bien qu'ils ne soient pas ivoiriens, ou bien qu'ils ne soient moins ivoiriens que les autres, alors que l'histoire véritable est là. Il suffit de faire une étude comparative. Quand on veut connaître le faux et le vrai, même l'histoire des Occidentaux, il y a des parties de vérité dedans. Et donc, quand on fait une synthèse et une étude comparative profonde, on arrive à toucher toutes les réalités et à les comprendre et à faire ressortir la vérité. Les xénophobes existent en Côte d'Ivoire depuis le Paléolithique. Ce n'est pas encore l'éclaireur qui invente ça. Et les peuples mandés, les Yakuba que vous voyez là, Yakuba, ce n'est pas une ethnie. On les appelle les Dans, mais en réalité, ce sont des mandés. Les peuples du Nord, on les divise en deux groupes, les mandés du Nord et les mandés du Sud. Et ça, c'est juste à cause de leur situation géographique. Les Yakuba, le mot Yakuba, je pense, veut dire « il dit que ». C'est ce que je pense, si je ne me trompe pas. Sinon, on les appelle les Dans. Et donc, vous voyez, ces peuples-là sont en Côte d'Ivoire depuis le XIIe siècle, après l'éclatement de l'Empire du Mali. Et on trouve des historiens dans nos universités de Côte d'Ivoire, dans nos universités africaines, si des historiens, il en existait, qui ne peuvent pas venir contredire et dire la vérité. Est-ce que si moi je suis un historien africain, que les gens veulent mentir sur l'histoire du Congo, et que moi je sais que j'ai la véritable histoire du Congo, je dois avoir l'orgueil scientifique et je dois avoir l'amour de ma science pour venir dire non, on peut tout faire, mais ne touchez pas, ne dénaturez pas tant que moi je serai vivant. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de professeur d'histoire? Est-ce qu'au Burkina, il n'y a pas de professeur d'histoire? Est-ce qu'au Mali, il n'y a pas de professeur d'histoire? Oui, il en existe, mais ils ne sont pas courageux. C'est des gens qui pensent d'abord à leur ventre et à leur carrière, au point qu'ils ne peuvent plus dire la vérité et ils se laissent influencer par les politiciens. Voilà le drame de l'Afrique. Et donc le problème, ce n'est pas d'enseigner l'histoire, mais c'est d'enseigner l'histoire véritable basée sur les faits réels. Et une fois que cette histoire véritable est écrite, que l'éclaireur aime ça ou mais qu'il n'aime pas ça, puisque tout le monde sait que c'est ça la vérité, on va apprendre à aimer cela. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est ce que je pouvais dire pour cette question. Il y a Lassina Dosanogo qui dit « Bonsoir, monsieur éclaireur. Johnny a porté plainte contre Dosso 1515 aujourd'hui à Saint-Denis. C'est une très bonne chose. Parce que c'est ce que je disais, tout ce que nous pouvons faire pour mettre dans leur dernier retranchement les promoteurs de la haine, les mauvaises âmes, les âmes abîmées, qui pensent que ce monsieur qui n'a même pas encore fini de monter son 15e étage à pied, et qui pense qu'il peut s'ériger en pharisien pour imposer le désordre et la dictature dans le pays, je crois que s'ils vont, c'est eux qui avaient posé plainte contre l'Haji Chérif. C'est eux, c'est leur groupe. Nous n'avons pas oublié cela. Et donc, moi, je le dis clairement, chers auditeurs, je ne m'excuse même pas pour cela. Tous ceux qui veulent le malheur de ceux qui défendent la vérité, s'ils ont un malheur, moi, je suis content. Chacun, souvent, l'Écriture dit qu'il ne faut pas vouloir le mal pour le malfaiteur, mais chacun a une limite. Quelqu'un qui est un malfaiteur et qui en est fier et qui ne veut pas cesser, pour moi, seule la loi du talion est une bénédiction. Et ces personnes-là, je leur souhaite plus de malheur même que ce qui les arrive. Je souhaite même pire dans leur existence que ce qui les arrive en ce moment. Et je parle de tous ceux qui, pendant des années, à travers leurs propos, à travers leurs actions et à travers même tout, ont créé la mort dans certaines familles en Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour s'amuser? Vous avez vu il n'y a pas longtemps où une certaine personne a parlé et ça a causé la mort d'une personne et ça a déstabilisé une communauté en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'amuser avec les réseaux sociaux. Il faut qu'on soit beaucoup plus sérieux dans ce que nous disons et beaucoup plus responsable. Et donc, faisons attention. Ne pensons pas que quand on est derrière un clavier, que c'est suffisant de dire tout ce qu'on veut.
Derrière, ça engage des vies, ça engage des communautés et ça engage l'avenir même de nos pays. Faisons beaucoup attention. Et c'est à cet effet-là aussi que je dirais, même si le gouvernement de la Côte d'Ivoire peut, de cibler tous les cyberactivistes ou bien tous ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux et de pouvoir, en fonction des différents discours que les uns et les autres tiennent, sur la plateforme en Côte d'Ivoire, de les bloquer. Si l'éclaireur est un promoteur de la haine, gouvernement de la Côte d'Ivoire, bloquer éclaireur. Vous en avez la possibilité. La Côte d'Ivoire a un IP global, une adresse Internet globale, où tous les flux de données passent et rentrent. Et donc, l'État doit être capable de sélectionner, de cibler ces personnes-là. Même la Chine, qui est un pays, sur Weibo, tout ne passe pas. Il faut être capable de bloquer ces prêcheurs de haine-là. Pour que même s'ils veulent faire ce qu'ils peuvent faire et que ça reste en dehors du pays, ça aide à stabiliser le pays, ça aide à éviter des morts. C'est vraiment très important. L'éclaireur ne peut pas faire ça. Mais le gouvernement qui a dans ses mains la vie de nos parents, si on cible quelqu'un et qu'on lui, comme ce que Facebook fait, on dit vous avez lancé des messages violents, vous avez lancé des messages des injures, ça va beaucoup aider à pacifier le pays et à amener les mentalités à écouter les bonnes personnes. C'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui. Si c'est vrai que les plaintes ont été posées contre Franklin ou bien contre Dosso 1515, moi je dis que c'est une très bonne chose et je souhaite que ça parte loin. Et même ceux qui ont insulté les peuples, le jeune Gouraud, les plaintes que nous avons posées, c'est peut-être lent, mais si vous avez d'autres possibilités, n'hésitez pas. Posez des plaintes contre tous ces vendeurs, tous ces marchands de la mort, afin qu'on puisse les inquiéter avec des procédures judiciaires pour qu'ils puissent savoir que tout n'est pas permis. C'est vraiment important. Et faisons ce que nous pouvons. Faisons ce que nous pouvons. Et surtout, ceux aussi qui pensent qu'ils donnent des messages de paix et des messages qui peuvent permettre au peuple de grandir, essayons de nous organiser comme je l'ai dit. Et la moisson est bonne, c'est ce que je peux dire pour l'instant. La moisson est très bonne. Et dans les jours à venir, je ferai passer certaines informations qui feront vraiment plaisir à beaucoup de cyberactivistes RHDP. Vous pouvez en être certain. Donc, je vous dis merci. Et restons sur le chemin que nous avons choisi. Certainement que de très bonnes choses vont venir. C'est ce que je peux dire. Il y a Binaté qui vient conforter et même je vais confirmer ce que je venais de dire. Il dit des dossiers ficelés à la hâte ne produisent pas de bons résultats. Laissons la justice aller tranquillement et sûrement. Je crois que c'est vraiment ça la méthode et je suis sûr que nous sommes pressés, mais essayons de donner le temps à la justice de faire un bon travail pour savoir qui a fait quoi, jusqu'à quel niveau et quelles sont les conséquences que chacun va mériter. Et c'est en cela que tous les événements récents et passés qui vont passer au crible de la justice, si la justice s'amuse à faire un faux travail, alors là, on aura perdu toute confiance. Et si nous perdons toute confiance en la justice, c'est que la justice sera comptable de la somalisation même de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, la justice est à la croisée des chemins où elle ne peut pas se permettre de faire dans des approximations, où elle ne peut pas essayer de vouloir faire plaisir à un camp ou à un autre. Il faut que nos magistrats frappent les criminels de sorte que tout le monde puisse se sentir inquiété par la loi. Et les vrais criminels de la Côte d'Ivoire se trouvent d'abord parmi nos politiciens. Les premiers grands criminels, ce ne sont pas nos voleurs de poulet, ce n'est pas ceux qui font le pécos, ce n'est pas encore les voleurs de chats de Yopougon. Ce sont les premiers criminels à col blanc, les politiciens. Vol des deniers publics, incitation au meurtre, incitation à la révolte contre l'autorité de l'État, coup d'État, fauteur de troubles. C'est ceux-là qui sont les premiers vrais criminels. Incitation faite à l'armée pour déstabiliser la République. Voilà les vrais criminels. Et même si je ne cite pas les noms,
vous voyez déjà que ce sont les opposants ivoiriens. Et le jour où nous verrons une bonne vague d'Ivoiriens, des opposants aller en prison, vous verrez que ce jour-là, même les partis d'opposition même seront satisfaits. Parce qu'ils vont avoir la chance historique de se débarrasser de ces criminels-là. C'est vraiment important. Et je crois qu'il faut qu'on laisse la justice bien faire ce qu'elle a à faire avant de juger. Il y a Bouba Fofana qui dit « Monsieur Bob Max est toujours en retard, il faut du changement. » Je crois que Bouba, on va même mater le chef de la classe. Le chef de la classe sera maté. Et je crois même que si on le mettait pied au mur pendant au moins 2 heures du temps, ça allait lui permettre de ne pas venir en retard. Ça, c'était juste une note d'humour pour dire bonsoir au chef de la classe. Et surtout, bonsoir aussi à tous les élèves. Et je salue encore notre mère Silla. Elle se reconnaîtra pour tout le bien et pour tout l'acte de fraternité dont elle fait preuve. Nous vous disons merci, merci et 1000 fois merci. Il y a Jacqueline qui vient dire, c'est pourquoi il faut toujours être aux côtés de la vérité. Aujourd'hui, voyant Franklin pleurnicher, j'ai compris pourquoi nous devons faire confiance à Ado. Jacqueline, vous avez tout dit. Et chers auditeurs, il y a certaines choses qu'on ne peut pas vous dire de façon simpliste. Mais quand j'ai dit que la présidence vous salue 2 fois, ceux qui peuvent comprendre le message auront compris le message. Mais ce que je peux vous dire, faisons confiance au président. Quand tu sais où tu dois passer et tu vois ce que tu dois voir, tu es convaincu. Le pays est sécurisé. Ce que les gens vous disent, les gens vous mentent. Et Ado sait où il mène le pays. Et comme disait quelqu'un, le chien peut bien peut aboyer, la caravane passe. Et donc, c'est pourquoi il ne se fatigue même pas. Il continue à faire ce qui est bon pour le peuple de la Côte d'Ivoire. Et les chiens peuvent donc continuer à aboyer. Mais la réalité, c'est que tous les axes de développement qu'il a entrepris, et même encore, on vient de me dire qu'il y a un 5e pont qui est en train de sortir. Je me regarde, je dis, mais Ado, comment tu peux faire ça? Mais c'est ça, l'homme Ado. Et donc, c'est ça que nous voulons. Et c'est ce que le grand maître Tao nous avait dit, que j'aime souvent citer. Il dit que le vrai dirigeant se caractérise par le fait qu'il parle peu, mais vous ne pourrez le vérifier que dans ses actions. Et quand vous regardez Ado, il dégage, sans parler, tout ce qu'un homme d'État véritable doit avoir. Et il va même au-delà. Et nous, on va avoir quelque chose comme ça. Et puis, des gens vont parler. Même si Ado même là, s'il veut sa nationalité, n'a qu'à être vert de terre. Quand vous dites même qu'il est étranger là, c'est là même que nous on l'aime. Quand vous dites qu'il est vilain là, c'est ça même qui fait, il devient encore plus beau devant nous. Quand vous dites que vous n'aimez pas Ado, c'est ça même qui fait même que nous, on est convaincus qu'il faut l'aimer. Or, nous sommes plus nombreux que vous. Nous sommes plus déterminés que vous. Nous, on ne se cache pas. Parmi nous, on dit qu'il y a des moutons, il y a des adorateurs, il y a des adocrabes, tout ce que tu veux. Nous, on ne se cache pas. Et donc, ça veut dire que notre détermination pour Ado, là, si vous n'avez pas compris ça, et que vous pensez que nous sommes en train de nous amuser, pour nous, c'est plus amusement, mais c'est le filon qui est au-dessus de notre tête. Personne ne touche. Ado, là, c'est le filon, là, ça va mûrir sur notre tête. Ça va se casser tout seul sur notre tête. La douleur, là, on aime ça. Si vous voulez, dites tout. Mais c'est quand Ado même nous maltraite avec les ponts qu'il fait. Quand il nous maltraite avec les routes qu'il fait. Il nous maltraite avec les 500 milliards de francs CFA qui s'en va avoir en 1 heure du temps. Quand il nous maltraite avec le bonheur, le développement, là, nous, on aime ça. Parce que nous, on est au 21e siècle. Nous, on sait que nous-mêmes, là, tout le bonheur qui est fait aujourd'hui, là, même si on meurt le lendemain, nos enfants vont vivre dans les meilleures conditions. Donc, vous pouvez dire tout, mais nous savons que c'est parce que vous êtes frustrés. Nous savons que c'est parce que vos leaders, Laurent Gbagbo et Bédié, ont lamentablement échoué.
Nous, notre leader a réussi partout. Tout ce qu'on a dit de Ado, il a tout fait et il a tout réussi. Et donc, vous pensez que nous, on va laisser ça? Est-ce que vous connaissez le goût de Ado? Bon, là, je parle maintenant. Je parle à nos opposants. Est-ce que vous connaissez le goût de Ado? Si vous connaissez le goût de Ado, vous n'allez pas vous amuser avec. Mais nous, on connaît. Nous, on ne laisse pas. Et donc, nous, on est à l'aise avec ça. Et donc, ça va vous faire mal. Vous risquez d'avoir des cancers. Vous allez multiplier des toxines dans vos corps. Des gens haineux comme Simone Eivé, qui elle-même se déteste elle-même. Mais si tu es laide, est-ce que c'est nous qui avons décidé que Dieu te fasse ainsi? Et ça, la laideur extérieure, tu pouvais la compenser avec au moins une petite beauté de l'âme. Mais là encore, c'est à croire même que ce qui est à l'intérieur est plus vilain même que ce qui est dehors. Et malheureusement, ce n'est pas encore la faute de Ouattara. Ce n'est pas la faute de Ouattara. Sinon, si tu n'aimes pas Ouattara, toutes ces sommes que tu prends et que Ouattara te donne, il faut aussi refuser. Je parle de Simone, mais je parle aussi de tous les opposants, Bédié y compris. Si vous n'aimez pas Ouattara, tous ces fonds qu'ils vous donnent là, vous vous cachez pour aller prendre l'argent là-bas. Les Miaka Oreto et autres, avec les Asson Adou. Quand vous êtes, le jour que vous êtes parti signer, les gars, laissons les détails là. On va laisser certains détails. Laissons certains détails. Voilà, mais c'est des gens qui ne valent rien en fait. Voilà, il faut le dire simplement. Comment vous pouvez venir en cachette, signer quelque chose et vous dites, bon, tant que vous ne nous donnez pas 25 millions, on ne va pas signer. C'est pas sérieux. Ahmed vous a donné ça. Tout le monde est au courant, mais faites le compte rendu à vos militants. Et donc, quand je vois des gens qui se disent des gors et que leurs leaders les utilisent comme des ânes pour crier, pour gueuler, alors que ces leaders-là sont en train de se sucrer sur leur dos, je leur dis malheur à vous et honte à vous, parce que celui qui ne sait pas où il va sera toujours condamné à subir les mêmes difficultés et les mêmes malheurs. Ainsi en est-il du cas des gors et des opposants ivoiriens. Il y a Moussa qui dit que bonsoir éclaireur, ces faux opposants ont sali notre drapeau, mais ils le laveront avec leurs larmes. Non, déjà même là, comme on le dit, le Goumet, même qu'ils vivent, même déjà lave le drapeau. Parce que ça les fait mal, mais Ado fait ce qu'il a à faire. Ils ne peuvent rien faire et puis ils sont obligés d'aimer en passant dessus. Même si ton cœur n'aime pas, mais que toi-même tu sais que pour quitter rapidement Cocody ou bien Yopougon, tu dois passer par le pont d'Ado. Chaque fois que tu passes, ça va brûler ton cœur. Mais tu es obligé de passer dessus. Parce que toi, ton babo n'a pas pu faire ça. Ton bédier n'a pas pu faire ça. À part dire mon pays, le pays là, ça ne vous appartient pas. Le pays appartient à tous les Ivoiriens. Ça, il faut que vous compreniez ça. Et de deux, le pays n'appartient qu'à ceux qui l'ont développé. Vous dites que mon pays. Mais ton pays là, si c'était une jungle là, tu allais pouvoir rester dedans. Et donc, c'est parce que quelqu'un a développé et toi, tu n'as pas l'amour de ce pays là plus que celui qui a développé. Et donc, à un certain moment, il est important de se dire la vérité. Aucune personne, aucun Ivoirien ne va déterminer de la position d'un autre Ivoirien. Tous les Ivoiriens sont identiques. Tous les Ivoiriens méritent leur dignité. Et chers frères et sœurs, je vous l'ai dit, si quelqu'un s'amuse à vous insulter ou bien à dire que vous n'êtes pas Ivoirien alors que vous avez régulièrement votre carte d'identité, pour ceux qui n'aiment pas Palab, allez poser une plainte contre lui et la personne ira se justifier. Et la personne ira en prison pour cela parce qu'en justice, on appelle cela de la diffamation. Et sur la base de la diffamation, on peut condamner cette personne-là pour au moins 15 ou 30 jours de prison. Si on a eu ça 2-3 fois en Côte d'Ivoire, vous allez voir que ces idiots de la République là vont savoir que eux, ce n'est pas leur rôle. Toi, tu n'as même pas un boulot. Tu n'as même pas le CEP. Et tu n'as pas un métier que tu as appris dans ta vie. Tu t'es laissé embobiner par Laurent Gbagbo qui te donnait 200 000 francs. Et ça, je vais le dire aujourd'hui.
Je vais le dire ce secret-là aujourd'hui. Chers frères et sœurs, si vous voyez que les deux Évrais aiment Laurent Gbagbo, je vais vous donner le secret aujourd'hui. Au temps de Laurent Gbagbo, le même Blé Goudé que vous voyez est allé dire à Laurent Gbagbo après un certain temps, c'était en 2002, lorsqu'il est revenu de Manchester, il dit ce que je vois avec l'attaque qui est advenue, pour qu'on puisse maintenir notre régime là, puisque la Côte d'Ivoire a l'argent et qu'on est dans une situation de guerre, ce que je peux dire et qui sera bon pour nous, essayons de regarder dans nos jeunesses, essayons de leur donner des salaires. Même si on ne les emploie pas directement, la CIR peut donner de l'argent. Toutes les grandes entreprises de l'État peuvent donner de l'argent. Et ce que je vous explique là, écoutez très bien frère et vérifiez. C'est pourquoi Laurent Gbagbo ne pouvait pas travailler. Sinon, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas l'argent. Ce n'est pas parce que les sociétés d'État faisaient faillite. Mais c'est parce que l'argent était dirigé là où ce n'était pas utile. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont pris des noms de plusieurs milliers de jeunes gens dans des quartiers favorables. Et je parle de plusieurs milliers. Et on leur donnait régulièrement des salaires de 200 000 francs. Et je parle de milliers et de milliers de personnes. Et c'est ceux-là qui sont nostalgiques de cette vie de facilité-là et qui sont endoctrinés et qui n'ont jamais cherché à améliorer leurs conditions, qui sont des haineux radicaux. Et quand tu leur demandes pourquoi tu as de la haine, ils disent « moi-même, je ne sais pas ». Eux-mêmes, ils ne savent même pas pourquoi ils sont haineux. Et donc, voilà la réalité. Et donc, votre Laurent Gbagbo, en pensant qu'il allait pouvoir protéger son régime avec ses bandes d'idiots, ne savait pas qu'il fallait faire des goudrons, ne savait pas qu'il fallait construire des universités. Alors que c'est ce même Laurent Gbagbo qui a menti aux Ivoiriens qu'avec l'argent du cacao et les taxes, que lui, en une année, il allait construire une deuxième, une troisième université. Les faits historiques sont là, comme il dit les historiens, qu'il parte reprendre ses propres propos et qu'il regarde. Et après, quand il va finir de regarder, on va lui poser la question, quel genre de personne, toi, Gbagbo, tu penses que tu es? Quand tu vas finir de regarder tous les mensonges et les turpitudes que tu as dégagés pour venir au pouvoir, et quand tu es arrivé, tu n'as même pas pu faire les 1 millième. C'est à cause de telles choses. Et donc, cher peuple, faisons beaucoup attention. Quand on vient pour diriger un pays, on vient pour diriger le pays à l'avantage de tous et non à l'avantage de certains individus, parce que cela comporte des limites et ça finit par nous rattraper tôt ou tard. Il y a Honora et il y a un de nos frères qui posait la question de savoir si Laurent Gbagbo sera dédommagé. À cette question-là, je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas la réponse, mais je vais faire des recherches là-dessus. Mais il y a Honora Etienne qui dit ceci, la CPI dédommage quand vous êtes innocent, mais Gbagbo n'est pas innocent. On a dit que les preuves étaient insuffisantes. C'est ce qui a été dit. Ça ne veut pas dire qu'il est innocent. Ça veut dire que si la procureure et les avocats avaient pu bien axer leurs accusations et faire un travail avec plus de preuves, ça aurait permis de pouvoir condamner ces personnes-là. Mais ils n'ont pas dit qu'il était innocenté. Ça aussi, c'est vrai. Mais dire qu'il sera dédommagé ou pas, là, il faut que je fasse des recherches avant de pouvoir donner plus de détails. Il y a Mariam Kamara qui dit, mon frère Soro va payer des avocats corrompus pour défendre ce sale Camerounais. Oui, ce que vous avez dit, Mariam, ce n'est pas faux. Mais sachez que quand nous sommes en Occident, l'argent ne peut pas tout faire. Parce que l'argent que Soro va prendre pour payer les avocats, là, sachez que les avocats ont de la dignité. Et je vais vous prendre un exemple.
Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé, mais il se trouvait que c'est un avocat américain qui devait défendre quelqu'un, un Africain quelque part, qui avait été loué pour venir défendre, je ne sais plus le contexte. Mais du fait que, non, c'était Laurent Gbagbo lui-même, je pense bien. Et le fait qu'il n'a pas accepté de prendre le téléphone à Obama, les avocats qu'ils avaient pris pour le défendre et laver son image en Amérique, ces avocats-là ont tous démissionné. Ce que je veux dire, quelqu'un à qui on a enseigné la dignité, quelqu'un à qui on a enseigné l'amour de sa patrie, quelqu'un à qui on a enseigné que toi-même tu dois te mettre, te donner de la valeur, cette personne-là, l'argent est secondaire. C'est ce qu'il faut comprendre. Si ce aura de l'argent, il va dépenser, c'est vrai, mais blanc. Ils vont tourner là. S'ils veulent condamner ce monsieur-là, ils le condamneront. Parce que l'argent là, ce n'est pas les blancs même qui fabriquent. La planche à billets là, c'est les blancs même. Donc en réalité, leur problème, ce n'est pas l'argent. Et donc s'ils veulent le condamner, je ne vois pas de raisons pour lesquelles ils ne pourraient pas le condamner. Et c'est pourquoi je ne connais pas les lois de l'Europe. Je ne sais pas aussi fondamentalement les crimes qu'il a commis. Après, je vais faire des recherches. Mais je suis sûr que aux États-Unis, nul n'est au-dessus de la loi. Ça, tout le monde le sait et tout le monde le comprend. Et je suis sûr qu'en France, si on a vu le président, l'ancien président français être jugé, je parle de Nicolas Sarkozy, ce n'est pas un vagabond des lycées, un professeur à temps partiel, avec des diplômes douteux, qui ne se retrouvera pas devant les tribunaux. Il n'a pas dit qu'il sait parler français. Maintenant, là, il va aller parler français. Son vieux français du 18e siècle, du 16e siècle même. Il ira parler ça avec les Français. Et après, ils vont le condamner pour lui dire que tu n'es qu'un bon à rien. Et ta place ne vaut qu'en prison. Et je suis sûr que ce jour-là, il comprendra que dans la vie, ce n'est pas dans tous les marigots qu'il faut se baigner. Mais, bon, je ne sais pas. Vous dites qu'il demandait une levée de fonds. Il n'a qu'à demander à Paul Biya de lever fonds pour lui. Il n'a qu'à aller demander à Paul Biya, mais à son sorogium de lever fonds pour lui. Donc, puisse Dieu que vraiment leur malheur puisse s'accélérer et que ces gens-là puissent laisser l'Afrique vivre en paix et ne pas menacer inutilement la vie de nos parents. C'est ce qui est le plus important pour nous. Je crois que ce soir, le chef de classe n'a pas vraiment bonne presse. Il y a Bouba Fofana qui revient à la charge et qui dit que vraiment, il est totalement d'accord avec Massiata Gbema. Voilà, vous savez que c'est aussi une note comique. Voilà, quand on dit Massiata Gbema, c'est notre mère. Hein? Et il dit vraiment d'accord avec vous, maman Massiata. Monsieur Bob est un infiltré. Et je crois que si le chef de classe est un infiltré, on doit véritablement prendre des grands moyens pour le neutraliser rapidement. Il y a Yann Koulou qui revient pour dire que véritablement nos historiens n'ont pas de rigueur scientifique. C'est véritablement malheureux. Même si on n'arrive pas à écrire l'histoire passée de l'Afrique, mais aller dénaturer l'histoire récente et ne pas être capable de lever la voix là où il faut pour dire non. On peut tout accepter, mais on ne peut pas accepter que l'histoire moderne que tout le monde a vécue soit dénaturée. Malheureusement, souvent j'en suis dans les analyses personnelles à me demander qu'est-ce qu'on écrira de l'histoire de la Côte d'Ivoire entre 1990 et 2020? Est-ce que nos historiens auront le courage de dire les gros mensonges de Laurent Gbagbo? Est-ce que nos historiens auront le courage de dire que nous avons commis des injustices contre Alassane Ouattara et le peuple du Nord? Est-ce que nos historiens auront le courage de dire que Laurent Gbagbo a été un affabulateur et quelqu'un qui a trompé le peuple pour nous conduire à une guerre civile?
est-ce que nos historiens auront le courage de dire les causes profondes de la rébellion qui a été créée par IB à partir du Burkina? Parce qu'on parle de rébellion, c'est une mauvaise chose, c'est des gens qui meurent, c'est vrai. Mais c'est parce que des gens étaient tués qu'ils se sont rébellés. Voilà la vraie raison. C'est parce que des gens étaient ostracisés dans leur pays. C'est parce que des gens, à cause de la mort et des exécutions, avaient fui leur pays. Et ces personnes voulaient revenir dans leur pays et ils étaient exécutés. Est-ce que nos historiens auront le courage d'écrire ces facteurs-là? Est-ce que nos historiens auront le courage d'écrire que Laurent Gbagbo a assassiné Gueye Robert alors que ce dernier n'avait pas commis un coup d'État? Parce qu'il y a l'objectivité qui compte. Je n'ai pas dit que Gueye c'était un saint, Gueye aussi c'était un criminel. Mais je veux dire qu'il faut dire la vérité. Est-ce que nos historiens auront le courage de dire ces vérités et de les mettre sur papier? Parce que si on veut raconter l'histoire véritable de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Et l'histoire, je dis que l'un des avantages de l'histoire, quand elle est bien racontée selon la logique scientifique et la rigueur qu'il faut, l'histoire a le mérite de recadrer tout un chacun dans le contexte pour qu'on sache qu'on ne peut pas aller au-delà des vérités qui sont émises. Quand on dit que les Akans sont venus en Côte d'Ivoire entre le 17e et le 18e siècle, même si je n'aime pas, mais que c'est une vérité qui me dépasse, je serai obligé d'accepter. Quand on me dit une vérité scientifique, que le premier être humain, Lucie et autres, avec les analyses par carbone et autres, c'est des choses qu'on ne peut pas discuter. Sinon, les Blancs auraient aimé qu'on dise que ce sont les Blancs qui sont les premières créatures. Les Blancs eux-mêmes auraient aimé cela. Mais c'est à contre-cœur qu'ils disent sincèrement, disons la vérité, ne dénaturons pas les faits. Parce qu'il y a aussi les générations à venir. Si on dénature les choses, ça va compliquer. Ça va compliquer. Je vous prends un exemple. Moi, mon propre village. Et à un moment, on a créé une association. Et l'association, après sa création, tout le monde a des belles idées, tout le monde veut faire des grandes choses. Et finalement, on en vient, on dit qu'il faut écrire le nom et l'histoire véritable du village. Et entre-temps, l'éclaireur avait déjà fait toutes ses recherches, l'éclaireur a ce qu'il faut. Mais on prend le temps d'écouter tout le monde. On prend le temps d'écouter tout le monde et on fait la synthèse. Et lorsqu'on soumet la version historique qui peut aller dans le sens de nous faire progresser et de comprendre beaucoup de choses, ceux à qui on avait demandé de parler estiment qu'il y a des vérités qui ne les arrangeaient pas. Ils contestent les faits. On leur dit, donnez votre part de vérité, on ne reçoit rien. Et donc, c'est pour vous dire que avec l'histoire de l'humanité, si on s'amuse à colmater des mensonges et des imprécisions, tôt ou tard, ça finit par nous rattraper. Et malheureusement, les historiens africains, je ne sais pas quel genre d'histoire ils rencontrent, peut-être des histoires drôles. Ça au moins, on sait que ça, on ne mange jamais dans une histoire drôle. Là au moins, peut-être qu'ils ont ce mérite-là. Sinon, en tout cas, en réalité, si c'est pour nous parler du paléolithique, ou bien de l'histoire grecque, ou bien des dieux de la mythologie grecque, sincèrement, ils sont forts dans ça. Mais quand c'est pour faire des analyses concrètes sur l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, tu vois ces mêmes scientifiques qui disent « je suis docteur » en train de venir dire « non, il n'y a pas eu de femme morte à Bobo, il n'y a pas eu de charnier ». Soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Dans un pays, quand tout le monde a raison, ça veut dire que le pays même a un véritable problème. Dans tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il y a des injustices graves qui ont été commises. Et tant que nous n'allons pas toucher ces véritables problèmes-là, les faits vont se muter de différentes formes, mais les mêmes problèmes vont toujours exister. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est la haine d'un certain groupe de politiciens. Une fois que ces politiciens-là, la nature aura fait son rôle de les extirper,
vous voyez, ou bien qu'on aura une autorité qui veut assainir les mentalités en Côte d'Ivoire, moi, je vous donne 1 an. La Côte d'Ivoire, tout le monde va se ressaisir. Gay, malgré tout ce qu'on peut dire, avec son CNSP, la Camorra et la Cosa Nostra, quand ils ont frappé, même les brigands d'Adjamé étaient devenus des religieux. Nous tous, on le sait. L'Ivoirien n'est pas de nature à être un cancre. L'Ivoirien n'est pas quelqu'un de nature à persister sur un chemin quand il trouve la rigueur de la loi. Et donc, ça veut dire que si on a des dirigeants qui veulent frapper avec rigueur, vous allez voir que tout Ivoirien, je ne veux pas avoir de problème avec la loi ou avec quelqu'un, et tout le monde va se recadrer. C'est vraiment important et nous espérons que les historiens vont jouer leur part. Il y a Soris Sanogo qui dit effectivement quelque chose qui est juste, mais Laurent Gbagbo lui-même, il le dit. Il dit qu'il a acquis le pouvoir de façon calamiteuse et ça veut tout dire. Ça veut dire de très mauvaises manières et les choses n'étaient pas faites pour pouvoir aller dans le sens de pouvoir bien les faire aussi. Il y a Marielle qui nous dit que des éléments de la jeunesse se sont empris à des journalistes et au ministre de la Réconciliation cet après-midi. C'est des incidents malheureux et nous espérons que les jeunes gens ne doivent pas se rendre justice ou me faire dans la violence. Et donc, Kakabe aussi doit se dire, est-ce qu'il joue le véritable rôle qu'il doit jouer? Parce qu'il y a d'autres ministères qui sont là, d'autres ministres qui sont là. Si de tels événements lui sont arrivés, c'est qu'il ne joue pas son rôle. Et Kakabe, tu fais un sujet actuellement. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Ça, moi, je préfère le dire directement. Tu n'as pas de feuille de route, tu n'as pas de méthodologie. Et le gouvernement a dit quelque chose à travers son porte-parole, qui est un ministre autant que toi. Et tu viens dire que Laurent Gbagbo, mais ce que vous ne voulez pas qu'on explique aux gens, vous basez sur ce que le président a dit le 7 avril et vous voulez interpréter les dits du président comme si nous-mêmes, on n'a pas eu à faire de l'analyse des textes aussi. Ça, on le fait entre la seconde et la terminale. Et donc, on ne peut pas s'amuser à interpréter les dits du président. Le président a bel et bien dit que Laurent Gbagbo peut rentrer quand il le souhaite. Effectivement, c'est dit comme ça. Mais il veut dire simplement que le problème de dire que Laurent Gbagbo veut rester à l'extérieur, ce n'est pas lui Ouattara qui est le problème. C'est ce que ça veut dire. Sinon, au-delà, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est des élucubrations. Et toi-même, Kakabe, y compris avec Assouan Adou. On ne peut pas interpréter quelque chose qui se conçoit facilement. Mais Laurent Gbagbo, que vous le voulez ou pas, c'est quelqu'un à un certain moment qui a été un leader en Côte d'Ivoire. Et donc, quand il doit rentrer, il y a des commodités qui doivent être mises en place. Est-ce que ça, vous avez discuté de ça? C'est de ces détails-là qu'il est question. Et donc, à cause de ces détails-là, il ne peut pas rentrer n'importe comment. Sinon, si demain quelqu'un vient à attenter à sa vie, c'est encore vous qui diriez que le gouvernement l'a laissé rentrer n'importe comment et après quelqu'un l'a assassiné. Nous, on n'a pas envie de perdre notre temps avec ce jeu-là. Si vous voulez qu'il rentre n'importe comment, si vous êtes garçon, faites-le rentrer n'importe comment. Parce que tout ce qu'on est en train de dire là, laissons ça à côté. Vous-même, vous parlez, mais vous n'avez pas confiance en ce que vous dites. Mais si vous êtes garçon, faites-le rentrer le 17 sans l'aval du gouvernement. Faites-le rentrer, on va voir s'il pourra rentrer. C'est aussi simple que ça. Et donc, chers auditeurs, pensons à autre chose. Ne prêtons même pas attention à ces gens-là. C'est des gens inutiles qui pensent qu'ils peuvent jouer sur le mental des gens. Non, le monde est un peu plus sérieux que ça. S'il sait qu'il peut rentrer n'importe comment, il n'a qu'à prendre son passeport vert, il n'a qu'à prendre Royal Air Maroc, et puis il n'a qu'à rentrer. Ça aussi, c'est une possibilité. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est intéressant. Il y a Honora qui dit que Gbagbo n'a jamais été professeur à l'université.
Je mets quiconque au défi de dire que Gbagbo l'a enseigné. Moi, je ne sais pas, mais il y a certains qui disent qu'il a été assistant, maître assistant ou quelque chose. Je ne sais même pas si c'est vrai ou pas, mais toujours est-il que quand même, c'est des gens qui ont toujours fait dans le mensonge et dans la surenchère sans véritablement montrer ce qu'ils avaient dans le ventre. Il y a notre frère Enza qui dit « Moi-même, je ne sais pas pourquoi un ministère de la réconciliation. Pourtant, nous, au RHDP, nous disons que les Ivoiriens sont réconciliés. » Enza, ce n'est pas le RHDP qui dit que les Ivoiriens sont réconciliés. La réconciliation n'est pas un mot qu'on doit vendre aux gens. Mais la réalité impose que nous soyons déjà réconciliés. Mais ce sont les politiciens qui viennent trouver la faille pour diviser les gens et après utiliser ce slogan-là pour pouvoir se faire une virginité, se faire pardonner, ne pas aller en prison et dire qu'on a réconcilié le peuple. Montrez-moi un jour un exemple où le peuple a dit que nous on est véritablement réconciliés. Depuis tout ce que nous faisons là, quand les politiciens en viennent au vrai problème, eux-mêmes ils disent qu'ils n'appellent pas le peuple. Et donc ce sont des guerres de politiciens que les gens font transposer, que les gens transposent dans le peuple en faisant croire que c'est le peuple qui est divisé. Sinon, il n'y a pas un marché spécifiquement pour les chrétiens. Il n'y a pas des écoles qui sont faites exclusivement pour des communautés sur la base des distinctions. Et une fois que dans un pays, on n'en est pas à ces fossés-là, ou bien qu'on n'est pas divisé en zone est ou en zone nord parce qu'on est en guerre, il n'y a pas de raison de dire qu'on doit faire des journées des choses de réconciliation. Surtout qu'en Côte d'Ivoire, la mauvaise foi est cette chose-là même qui domine plus même que la réalité en politique. Et donc c'est pourquoi nous disons que les Ivoiriens sont réconciliés et c'est ça aussi la vérité. Mais c'est les politiciens qui veulent toujours creuser le fossé pour pouvoir exister. Parce que si eux ne s'aiment pas la division et après faire semblant de vouloir éteindre le feu, comment eux peuvent exister en tant qu'opposants? C'est ce qui nous perd le temps. Voilà. Donc, sinon, ce n'est pas le RHDP qui dit que les Ivoiriens sont réconciliés. C'est la réalité du terrain qui nous l'impose. Et il y a Sori Sanogo qui dit que Laurent Gbagbo n'est pas un historien, mais plutôt un romancier en réalité. Voilà. Mais à savoir, même s'il a écrit des romans bien ficelés aussi, bon, parce que ne faut pas écrire aussi n'importe quoi. Donc, chers auditeurs, nous allons arrêter le voyage de ce soir ici. C'est toujours un plaisir et nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour aider à l'édification de la nation ivoirienne, pour tout ce que vous faites, pour votre amour pour la vérité. Nous ne pouvons vous dire que merci. Merci. Et surtout, j'allais terminer avec ces belles paroles, avec, comme je le disais, ces belles paroles qui nous disent ceci. Tu trouveras la vie vraiment belle lorsque tu apprendras à saluer au lieu d'ignorer l'autre, à parler au lieu de crier sur l'autre, à sourire au lieu d'être triste et à aimer au lieu de détester l'autre. Et ce message, je l'adresse aux Gors et à tous les haineux de la République. Réfléchissez sur ces derniers mots et vous saurez que la vie vaut la peine d'être vécue quand on se met dans les bons sentiments. Chers frères et sœurs, je vous dis merci. Que la grâce et la miséricorde de Dieu nous couvrent et que demain, qui est un autre jour, nous puissions nous retrouver ici pour encore continuer à donner les informations, à nous éduquer mutuellement dans la miséricorde divine. Merci beaucoup et bonne nuit à chacun et à chacune.